Salut à tous. Vous savez, les séries et les animés, mais surtout les animés, sont aujourd'hui plus nombreux que jamais, à un tel point qu'on pourrait presque parler d'un âge d'or. On a entre 100 et 150 nouvelles séries par an, ce qui nous fait une moyenne de... beaucoup de séries. Ces nouvelles sorties peuvent être très bonnes et parfois complètement hachées, à tel point qu'on se demande qu'est-ce que les scénaristes ont bien pu fumer à midi. Cependant, il existe parfois qu'apparaissent des œuvres polémiques qui attirent le regard de la quasi-totalité des fans d'animés et qui sont sujets à nombreux débats, d'où le nom polémique. Certains les considérant comme des animés complètement surcotés et n'hésitant pas à leur cracher dessus et à leur trouver d'innombrables défauts, et au contraire d'autres les vénérant comme des œuvres révolutionnaires en leur donnant le titre de meilleur animé de l'année et parfois même de tous les temps. Ouais, il y a des gens vraiment cons dans ce monde. On a déjà vu ça avec Sword Art Online, Shingeki no Kyojin, One Punch Man et plus récemment avec Zero Kara. Alors aujourd'hui le but de mon analyse ne sera pas de donner raison à l'un de ces deux camps mais de juger une œuvre en évaluant ses points positifs et négatifs. Pour être franc, je voulais d'abord acquérir un maximum d'expérience avant de me lancer dans ce genre de format, mais c'est juste plus possible toutes les conneries qu'on peut entendre au sujet de cet animé. Alors accrochez-vous parce qu'aujourd'hui, on parle de Zero Kara. Avant tout, je vous préviens, qui dit analyse dit également spoil, alors navré mais je vais devoir spoiler l'intégralité de l'œuvre. Ça serait vraiment dommage de vous niquer une série comme celle-ci, alors quittez maintenant si vous l'avez pas vue. Faites-moi confiance. Présentation rapide. De son titre original, Zero Kara Aijimeru Issei Seikatsu est à la base un roman de Tappei Nagatsuki sorti en 2012. Suite à son grand succès, 2 ans plus tard, il sera adapté en light novel par le même auteur, mais dessiné par Shinichiro Otsuka. Ensuite, j'ai pas trop compris, mais l'œuvre a été adaptée en 3 mangas différents, dont un terminé en 2015 et 2 autres toujours en cours aujourd'hui, ce qui veut dire qu'entre 2014 et 2015, en plus de son roman et son light novel, le mec dirigeait un total de 5 œuvres différentes. Ne me demandez pas comment c'est possible, je galère juste avec mes vidéos. Enfin, on arrive rapidement au printemps 2016 avec la première parution de Zero Kara, un anime réalisé par les studios White Fox connu pour ça et ça bordel. Bon, on en a fini avec la présentation, alors mettons-nous dans le contexte. On découvre notre personnage principal Natsuki Subaru qui fait ses petites courses chez l'épicier du coin quand tout à coup il meurt et fait la rencontre de la déesse de l'eau Aqua. Par la suite, attends, je me suis encore trompé d'animé. Non, sérieusement, Subaru pour une raison qu'on ignore va être transporté dans un monde fantastique. En essayant de savoir pourquoi et qu'est-ce qu'il fout là, devinez qui va lui rendre visite. Ok, promis, j'arrête. Sérieux, les gars, il a un survêt. On vous a jamais dit de pas faire les malins avec un gars de la cité. Et puis tu crois que tu vas faire peur à qui avec ton chat? Si c'est la fin, ok, c'est juste une baltringue. Enfin bref, après s'être fait sauver par une grossesse, il va décider de la suivre pour l'aider à retrouver son insigne qui lui a été volé. Un peu plus tard, et après avoir pisté le voleur d'insigne, ils entrent dans une sorte de taverne. Et là, tu devineras jamais qui les attend à l'intérieur. Oh putain. Non, sérieusement, c'est ici que l'anime va commencer à devenir vraiment très intéressant avec l'assassinat de Subaru et Emilia dans la taverne. C'est à partir de ce moment-là que pour moi on comprend que Zero Kara sera pas un animé comme les autres. Tout de suite après, Subaru va réapparaître et choqué il comprendra pas ce qui lui arrive, ça se voit, alors pourquoi lui proposer une putain de pomme? Pam. Enfin bref, on comprend que Subaru a le pouvoir de réapparaître à un point spécifique dans le temps et à chaque fois qu'il meurt. À partir de là, l'intrigue est posée. Subaru va devoir sauver Emilia d'une mort certaine. Grâce à son pouvoir, il peut apprendre de ses erreurs et il sait ce qui va se passer, donc lui seul peut changer les choses. Là, j'ai résumé juste le premier épisode et si t'es pas con, t'as compris 90% de l'intrigue. Subaru devra voir les personnes qu'il aime mourir encore et encore pour pouvoir obtenir des informations et au final, les sauver. Et si ça c'est pas une putain d'intrigue, alors j'ai vraiment rien compris aux animés. Maintenant que j'en ai fini avec le résumé, je peux commencer mon analyse avec les points positifs de l'œuvre. Premier point, le scénario. Bon, on est d'accord que le principe de mort réversible a déjà été exploité avant par All You Need Is Kill par exemple, donc c'est pas nouveau. Mais est-ce vraiment un défaut ? J'entends beaucoup comme argument que Zero Kara est mauvais car il n'est pas original. Mais toi qui penses ça, tu devrais savoir qu'originalité n'est pas synonyme de qualité. Une œuvre peut très bien partir sur les mêmes bases qu'une autre et être tout de même très bonne, voire meilleure. Et c'est le cas de Zero Kara. Utiliser la mort réversible n'est pas juste là pour vous faire des cliffhangers épiques ou prétexte à des situations dramatiques. Bon, je vais pas vous apprendre quelle est la clé du scénario et que tout va tourner autour de ça. Alors certains diront que c'est chiant et répétitif et si vous pensez ça, je peux que vous conseiller d'aller regarder en boucle Fairy Tail et Sword Art Online. Parce que si t'es assez con pour penser ça, c'est que soit tu t'en bats vraiment les couilles de l'animé, soit t'as 13 ans et demi et que t'es tombé sur Zero Kara par hasard après un épisode de One Piece. Ouh. La mort réversible va nous permettre de voir ce qu'on n'a pas vu. À chaque fois on en apprend un peu plus comme si on essayait d'élucider un mystère et toujours avec un protagoniste différent. Et ouais, parce que même si c'est la même personne physiquement, ça change à chaque fois à l'intérieur. Et pour s'en rendre compte, il suffit de regarder le Subaru du début qui fait le pitre et n'est d'aucune utilité à celui de la fin. Un Subaru sûr de lui sur qui on peut compter et qui dirigera les derniers offensifs. Là, on voit bien que la mort réversible influe vraiment sur le personnage. C'est pas juste un pouvoir cheaté qui lui permettra de revivre indéfiniment. Il y a des risques et Subaru a déjà sombré dans la folie à cause de ça. De plus, Subaru ne veut pas mourir. Il le dit, il sait que la mort est la plus grande souffrance physique qu'il peut subir et pour ça il aura peur de la mort. Comme contre la baleine, il la fuira autant que possible jusqu'à son dernier souffle. Les seules fois où il a accepté la mort sont quand les souffrances mentales étaient supérieures aux physiques, comme voir Rem disparaître ou encore voir Betelgeuse tuer tous ceux à qui il tient. Après avoir dit tout ça, on peut pas dire que la mort réversible de Subaru est chiante ou cheatée, bien au contraire, les risques sont omniprésents et sans ça on n'aurait pas un aussi bon scénario. Second point positif, l'univers.
L'univers de Zero Kara est si riche, si vaste. En plus d'être fantastique, on nous parle de sectes comme le culte de la sorcière, on nous parle d'élections du royaume, d'assassins, de quartiers pauvres, de monstres mythologiques, de politique et j'en passe. Je pourrais continuer longtemps à vous énumérer tout ce que Zero Kara aborde. L'univers est vraiment développé, même si au début j'avais un peu peur que l'anime n'arrive pas à assumer et à gérer tout ce dont il parle. Mais les scénaristes ont bien pris leur temps et ont tout au long des 25 épisodes réussi à garder leur univers cohérent. Ça demande une très bonne maîtrise du scénario et sur ce coup les scénaristes ont fait du bon taf. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que quand on entend du mal de Zero Kara, on nous balance toujours que l'anime ne va pas au bout des choses? Laissez-moi vous expliquer un truc, bande de cons. L'anime s'est terminé il y a quoi? 5 mois? Comment je peux entendre que l'œuvre ne va pas au bout des choses? Étant donné la fin de la saison 1, il est évident qu'une suite est prévue, et au vu du succès de l'anime partout dans le monde, la suite doit déjà être en cours de préparation. Pourquoi Subaru a été transporté dans ce monde? Qui est la gagnante de l'élection? Pourquoi Subaru empeste l'odeur de la sorcière? C'est pas comme si on avait abandonné ces sujets. C'est juste que les scénaristes ont compris qu'il ne fallait pas rusher une œuvre aussi riche. Ça évite à l'anime d'être incohérent et de bâcler la fin qui pourrait bien donner naissance à un chef-d'œuvre. C'est à cause de ça que des animés qui commencent super bien finissent comme Guilty Crown par exemple. Et puis vous imaginez si les gens avaient râlé comme ça à la fin de la première saison de Clannad ou de Code Geass? Arrêtez de cracher bêtement et servez-vous un peu de votre tête. À force de réclamer indirectement une suite, vous montrez juste à quel point vous kiffez cette série. Et cracher dessus parce que vous avez pas la suite immédiatement, je trouve que ça fait un peu kikou. Et con. Bon, tant qu'on est dans l'univers, on va parler un peu des thèmes abordés. On nous parle de choses pas forcément nouvelles mais pas inintéressantes pour autant, comme la religion, le racisme ou les différents statuts avec d'un côté la noblesse, les chevaliers et de l'autre les quartiers pauvres du royaume. On a un début de développement sur beaucoup de thèmes et c'est en partie ce qui rend la série intéressante, mais c'est à double tranchant car ils vont devoir tout bien gérer dans la prochaine saison. Enfin, au vu des retours que j'ai eu sur le light novel, je m'en fais pas trop. On continue sur les points positifs avec la qualité des OST cette fois-ci. Je suis pas un expert en musique donc je pourrais pas vous expliquer ça en détail, mais je pense que personne pourra me contredire si je dis qu'elle est d'une excellente qualité, sans parler des génériques de fin qui sont juste magnifiques à écouter. Et tant qu'on est dans l'audio, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse consacrée aux comédiens de doublage. De manière globale, les seiyuu font leur taf, c'est-à-dire rien d'extraordinaire, et c'est justement ça qui nous permet de remarquer quand une ou deux sortent du lot. Et là en l'occurrence, même si je félicite la grande gagnante Minasa Inori pour sa prestation en tant que Rem avec un épisode 18 des plus mémorables, je me dois de vous parler de Rie Takahashi qui a commencé sa carrière il y a pas très longtemps et que je retiens surtout pour son rôle de Megumin de Konosuba. Pouvoir s'adapter à deux types de personnages complètement différents, c'est pas donné à tout le monde. Ça reste mon intuition, mais je pense que dans 10 ans, on pourrait bien en parler comme la future Miyuki Sawashiro. Et quand on sait qu'elle est la chanteuse du second générique de la série, je pense que ça remet un peu le podium en question, non? Enfin, fermons la parenthèse et passons maintenant au plus gros point fort de la série pour moi. L'épisode 15. Bon, avant que vous vous posiez la question de comment un épisode peut entrer dans la catégorie des points positifs, laissez-moi vous expliquer un truc. Dans les animés en général, les personnages ont une personnalité bien définie qui ne changera pas du début à la fin. Par exemple, jamais vous ne verrez Luffy vouloir faire le mal. Non, Luffy sera toujours un con souriant parce qu'il a été créé comme ça. Mais quelquefois, et c'est assez rare pour être souligné, un événement bouleversant vient à radicalement changer la personnalité du personnage principal. C'est plus ou moins bien utilisé selon les œuvres et ça nous permet de comprendre qu'une scène est marquante pour les héros et que plus rien ne sera jamais comme avant. C'est un énorme pari pour les scénaristes car changer la personnalité du héros auquel on se reconnaissait va perturber le lecteur et l'inciter à vraiment faire attention à la suite. Ils se posent eux-mêmes une épée de Damoclès sur la tête car maintenant ils ont plus le droit à l'erreur et en plus les fans sont au taquet. Et putain, mais sur ce coup les scénaristes nous ont encore posé le meilleur schéma possible, c'est-à-dire folie, haine, désespoir, discours de Rem, victoire. A titre de comparaison, dans Guilty Crown, le personnage principal passe de la haine au changement de personnalité. Mais on nous saute le passage qui l'a fait retrouver la raison. Zero Kara n'a pas choisi la solution de facilité en développant ce changement, en nous montrant le pourquoi du comment et en restant cohérent. Maintenant on va passer au dernier point positif qui fera une magnifique transition avec les points négatifs car pour moi c'est juste un point neutre. Le développement des personnages. Bon, on est d'accord et on l'a déjà vu, Subaru est un personnage vraiment bien développé. On en a d'autres comme ça, par exemple Rem. Mais c'est tout. Et c'est dommage qu'à part Subaru et Rem qui sont bien développés, les autres sont juste figurants. Enfin, je veux dire, c'est normal que Reinhardt ou Elsa sont pas plus développés que ça. Mais pour ce qui est de Ram, Emilia ou même Fert, qu'est-ce qu'on sait réellement sur leur personnalité? Fert a grandi dans les quartiers pauvres, elle a été obligée de voler pour survivre et voilà que maintenant elle est candidate à l'élection du royaume. Ne me dites pas qu'on peut pas faire un vrai personnage avec ça quand même. Et c'est pareil avec Emilia qu'on voit pendant la quasi-totalité de l'anime et tout ce qui en ressort c'est je suis gentil, mais à cause de ma gueule les gens ne m'aiment pas. Elle, j'ai vraiment l'impression qu'elle est là juste pour le développement de Subaru. J'espère que pour la suite on va avoir un réel développement parce que là c'est juste décevant. Maintenant j'aimerais vous parler du drama présent dans la série. Drama veut dire drame pour les plus cons et pour les secpas, désolé mais je peux rien pour vous.
Bon, je vous apprends rien si je vous dis que si l'anime a eu un aussi grand succès, c'est en grande partie car il est sensationnel. En gros, il arrive à nous faire ressentir certaines sensations et sentiments, et quoi de mieux comme sensation que de nous faire chialer, hein. Après tout, on est très spécial, nous les fans d'anime. Et ouais, comme je l'ai dit, on aime chialer, alors allez jusqu'au bout de vos actes. À quoi ça sert de nous faire des situations dramatiques s'il suffit d'un hip-hop de Subaru pour tout régler? Je suis d'accord que des fois le scénario l'impose, mais faut pas non plus abuser. Après, d'un côté, ça crée un sentiment d'invincibilité de notre point de vue, donc si Subaru venait à hip-hop un peu après la mort d'un personnage, je pense que ça nous laisserait tous sur le cul. Ah bah tiens, parlons-en de la mort des personnages. On est dans Berserk ou c'est comment là? Ouais, parce que faut compter le nombre de fois que les personnages meurent. C'est chaud quand même. Franchement, c'est à se demander comment ils ont fait pour survivre jusqu'ici. Alors je sais pas si c'est Subaru qui attire la mort avec lui. En tout cas, si tu veux survivre, vaut mieux pas t'appeler Yukiteru. Bon, maintenant je suis sûr que je vais en décevoir beaucoup. Mais pour les points négatifs, c'est tout ce que j'ai trouvé. Vous savez, j'ai regardé beaucoup de critiques sur Zero Kara. Et les points négatifs qui reviennent souvent, bah en fait, ça n'en est pas. Par exemple, on entend beaucoup que la mort réversible de Subaru est un point négatif, mais tu peux pas dire que le sujet de l'œuvre est un point négatif, sinon autant critiquer les pirates dans One Piece et le Geass de Lelouch dans Code Geass. Et ouais, je suis désolé les gars, mais si la mort réversible de Subaru est une facilité scénaristique, alors le Geass de Lelouch l'est tout autant. Après, entre ceux qui n'aiment pas le personnage principal et ceux qui disent que l'anime laisse des questions sans réponse, je pense que c'est facile de critiquer une œuvre inachevée, mais bon, quand on réfléchit 2 minutes, on comprend rapidement que ces arguments sont en carton, et ma maison ne passe pas papier. Personnellement, ça me dérange, car Zero Kara est un anime que j'ai vraiment aimé, et qui mérite amplement son titre d'anime de l'année pour moi. Suivre cette série durant 6 mois a vraiment été un plaisir pour moi, ce qui lui vaudra la note de 16 sur 20 sur l'échelle de Turning Center. Et c'est pas mal, croyez-moi. Voilà, j'en ai fini avec ma critique sur Zero Kara, et croyez-moi, tenir plus de 10 minutes à la vitesse où je parle, c'est dur. Mais bon, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire, et je pense que vous avez dû le remarquer vu comment je me suis éclaté avec mon nouveau logiciel de montage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait, et vous pouvez même me conseiller un autre animé à analyser. Et moi je vous dis à la prochaine.